Il devient primordial de laisser ouvert ou de fouiller dans les livres car c'est là où sont enfuis les secrets même les plus inavouables du monde. Mettez rudement à l'épreuve cette assertion qui veut que la lecture soit un luxe que peuvent s'offrir uniquement ceux qui ont temps à rien faire, aux longs crayons, aux intellectuels entre guillemets. C'est par la lecture qu'on se forge naturellement et surtout c'est à travers la lecture qu'on a une vision du monde, de la société, de notre environnement. Cet outil nous prépare, anticipe et nous gracie des expériences vécues par les autres. Ne dit-on pas que, et certainement à raison, que lire un livre, c'est ouvrir une nouvelle fenêtre et regarder le monde à travers le regard, si vous permettez la répétition d'un auteur. Ce soir encore et pour cette autre édition, le Point littéraire dresse son tapis rouge tout de pétales garni à un érudit de l'écriture qui vient partager avec nous et son travail qui porte pour titre Le goût de la révolte, un recueil de nouvelles récemment publié aux éditions Proximité de François Nkemé, lui également auteur remarquable. Surtout, ne vous fiez pas aux apparences. Le goût de la révolte n'est pas l'hymne de la désobéissance, une pensée iconoclaste, un engagement politique, non. S'il y a engagement ici, c'est plus social. L'auteur parle des tares et avatars de notre quotidien. Je vous invite à prendre la position la plus confortable à votre aise, le temps des commodités d'introduction et de bienvenue à votre égard. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Que dire de l'auteur du soir et de son livre, si ce n'est que son nom est Michel-Ange Nguema. Il est né à Mekong-Mongonda, dans l'arrondissement de Lamze, au sud du Cameroun. Michel-Ange est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires. Il exerce comme cadre dans l'administration camerounaise. Lauréat de l'édition 2016 du concours national du jeune auteur, organisé par le ministère des Arts et de la Culture du Cameroun. Le goût de la révolte, qui est l'ouvrage qu'il nous présente ce jour, marque son entrée dans l'univers de l'édition. Le goût de la révolte est un recueil de nouvelles qui se situe entre modernité et tradition et rime avec toutes les incertitudes de la tradition ainsi que des idéaux perdus. L'auteur réussit chaque fois à mettre en scène des personnages étranges, négatifs ou positifs, ambitieux et téméraires, qui se perdent ou gagnent de durs combats d'exister dans un monde ambivalent
qui a perdu tous ses repères. Ce recueil, étalé sur près d'une centaine de pages, livre 6 nouvelles, les unes parfois comiques, d'autres tristes et même dramatiques, mais riches d'enseignements, donc d'une grande valeur didactique. Tenez, la première nouvelle du même titre que l'ouvrage nous présente une jeune fille qui caresse le doux rêve de devenir médecin ou infirmière, parce que la Providence a voulu qu'elle tombe amoureuse de ce métier lors du séjour médical de son père. Sauf que la tradition voudra tout autre chose pour elle. Seulement après 3 ans dans le secondaire, ses parents veulent la marier à un vieillard richissime. Elle prend la fuite pour éviter un destin aussi lugubre. La seconde nouvelle, l'appel du cœur, nous présente une jeune étudiante amoureuse d'un garagiste avec qui elle finira par se marier, malgré l'obstination de sa mère à lui faire épouser un cadre d'administration. La troisième nouvelle, qui a pour titre La pension, présente un retraité véreux qui veut par la ruse profiter de sa pension tout seul, après s'être endetté considérablement dans le village. Mal lui en a pris. La quatrième nouvelle met en lumière le destin d'un enfant de la rue, rejeté par son géniteur et sa génitrice, qui par la force du hasard rencontre après une rafle un commissaire qui fera de lui un homme en tenue, et ses parents le supplieront de revenir à la maison. La cinquième nouvelle, avant la dernière bien évidemment, elle vient, elle reste et rend compte de l'histoire de Rita, jeune femme au charme enviable, qui au moment de l'été de sa beauté se trouve trop jeune pour aller en mariage. Sa copine aura plus de chance qu'à retirer de la vie du bling-bling. Après le décès de sa tutrice, elle ira dans une famille stricte et finira par se conformer. Elle réussit à obtenir diplôme, enfant et mari à Concareux de Rita, qui se réveilla vieille fille, puis dans une relation de vie en reste avec un moto-taximène, elle finira par se ôter la vie. Le livre s'achève par la nouvelle qui compte les vieux jours d'un maître d'école qui se trouve pendant sa retraite très malade, sans argent, sans amis, sans assistance, et qui ne sera sauvé que grâce à l'intervention de son élève devenu médecin, qui volera à son secours par reconnaissance, car cet homme-là a contribué à ce qu'il devienne un homme. Comme si j'avais 1000 ans, y a plus rien de mon cœur d'enfant. Je suis pas bien, je me noie dedans. Je vous aime mais je mens. Comme si j'avais 1000 ans, y a plus rien de mon cœur d'enfant. J'ai tout vu, je connais rien, pourtant je vous aime mais je mens. Je m'inventais des histoires qui ne mènent nulle part. Faut que j'aille essayer le monde d'autres villes et d'autres regards. Mais je reviendrai vous voir, je reviendrai tôt ou tard. Si la terre est vraiment ronde, je sais qu'on va se revoir. Tous les jours j'essaye d'être le meilleur, mais le mal me ronge de l'intérieur. Comme chaque humain, je fais des erreurs. J'impose le respect et la terreur. Sombre comme la monotonie, hardcore comme la mort de Tony. Je veux compter jusqu'à l'infini, que de la sauvagerie au chromie. Que de la sauvagerie au chromie. Naye, Nathalie, Nabomi. Je vends plus d'1 million de mal. J'hésite entre le bien et le mal. Accusé, reconnu coupable. Dans la zone, mis comme Tupac. Ouais. J'ai encore des gars condamnés. Sur mon 31. Aujourd'hui, c'est une soirée spéciale, tout à fait spéciale, parce que notre invité sera plutôt au téléphone et vous aurez dans quelques instants les raisons. C'est une émission de littérature, le point littéraire, qui va aller avec vous jusqu'à 22h. Michel-Ange Nguema, bonsoir. Allô? Allô? Michel? Oui. Vous êtes à l'antenne, bonsoir, merci d'écouter la radio, du moins, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions malgré la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Alors, que se passe-t-il, Michel-Ange? Pourquoi vous n'êtes pas à la radio en ce moment? Alors, quelques difficultés à avoir Michel-Ange au téléphone, on va trouver un moyen plus adéquat pour l'avoir dans quelques secondes.
Alors, nous allons repartir au téléphone pour avoir notre invité de ce soir qui a été un tout petit peu freiné dans son élan. Il se dirigeait bel et bien ici à la radio, à la maison de la radio, sauf qu'il n'a pas pu y arriver pour des raisons que lui-même va nous expliquer au téléphone. Toujours est-il que vous écoutez le point littéraire sur la radio des auditeurs. L'émission est diffusée tous les jeudis à partir de 22h à partir de 21h, 21h à 22h. On est donc ensemble jusqu'à 22h et on espère que cette fois-ci c'est la bonne et qu'on pourra avoir Michel Ange au téléphone qui nous parlera bel et bien de son livre dans la mesure du possible. C'est un recueil de nouvelles qui est sorti il y a peu, qui traverse et parle de beaucoup d'actualités en même temps. Au téléphone, allô? Allô? Ange Michel? Alors, on l'a toujours pas sur la ligne de mire, je ne sais pas pourquoi, et pourtant on l'avait il y a un instant. Quelques difficultés certainement à l'avoir. Mais je rappelle seulement que ce livre est quand même un recueil d'enseignements en ce qui concerne la vie sociale. Le livre revient bien évidemment d'abord à travers son premier texte sur cette jeune demoiselle. Nous ramène. Alors, au téléphone, allô? Allô Jean-Jacques? Enfin Michel Ange, on vous est en direct en ce moment sur le point littéraire. Alors, vous êtes en ce moment au commissariat, vous avez dit, pour quelle raison? Nous sommes pour les raisons sécuritaires. J'étais dans un taxi qui a été interpellé et qui a véritablement refusé d'obtempérer. Et compte tenu de la situation sécuritaire du pays, le policier en question a préféré requérir pour le taxi. Donc, à ce moment, je suis encore au commissariat de Massamandongo. Vous étiez déjà en route pour venir à la radio, partager avec nous? En route pour venir à la radio et passer en direct dans cette émission. On espère que vous n'avez pas été brutalisé d'une quelconque manière que ce soit. La faute est certainement au taximène qui n'a pas obtempéré à l'ordre intimé par le policier en service. Oui, effectivement, le policier, il a été dans toute sa légalité. Il n'a brutalisé personne. Il a juste requis le taxi et ses occupants. Oui. Alors, Michel Ange Nguema, je sais qu'en ce moment, vous n'êtes pas en bonne posture, mais nous allons quand même essayer de parler de votre livre. Vous donner un certain aperçu à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Le goût de la révolte, c'est un recueil d'environ 6 nouvelles. Alors, combien de temps ça vous a pris pour mettre sur pied un tel ouvrage? Je dirais que pour mettre sur pied cet ouvrage, ça a pris beaucoup de temps. Je suis véritablement incapable de déterminer exactement le nombre de temps que ça a pris, mais je sais que ça a pris beaucoup de temps parce que vous savez, une œuvre de l'esprit n'est jamais parfaite. Chaque fois que vous relisez, même en tant qu'auteur, vous avez toujours des retouches à faire. Et je dirais que le clic est parti de 2016, lorsqu'il y a eu le concours Jeunes Auteurs organisé par le ministère des Arts et de la Culture, au concours auquel j'ai été lauréat. Et c'est véritablement à partir de ce moment que je me suis résolu
à être connu par le public, par les lecteurs, par l'ensemble, bref, par le monde en tant qu'écrivain. Donc le déclic, il est lointain. Le temps que ça a pris, il n'est pas déterminable. C'est beaucoup de temps parce que c'est une œuvre de l'esprit. C'était une bonne expérience, celle notamment de participer au prix du jeune auteur organisé par le ministère des Arts et de la Culture. Globalement, comment ça s'est passé pour vous? En fait, j'ai été informé de ce concours par voie des médias, comme nous suivons les radios un peu de partout, et nous regardons les chaînes de télévision, et j'ai pris la résolution de pouvoir candidater, et même je voudrais déjà relever que l'écriture, pour moi, elle date de bien longtemps, en cycle secondaire, précisément, et avec les multiples manuscrits dont je dispose, j'ai choisi d'extraire un de ces manuscrits pour pouvoir candidater, tout comme lorsqu'il fallait mettre sur pied le goût de la révolte, il a fallu que je fasse un tri de quelques-unes des nouvelles dont je dispose depuis bien longtemps pour mettre à la disposition des lecteurs cet ouvrage-là. Le goût de la révolte, le titre peut paraître un peu iconoclaste. On se dit, il sera question certainement dans l'ouvrage de parler d'une révolte, d'une prise de position tout à fait aux antipodes de ce qu'on pourrait penser. On est même tenté de penser qu'il s'agirait peut-être d'une œuvre engagée politiquement, mais c'est pas le cas. Oui, œuvre engagée, oui. Politiquement, non. Parce que quand on parle, quand dans ce livre on parle du goût de la révolte, il s'agit, je voudrais le préciser ici, d'une révolte sociétale. Il y a 6 nouvelles: le goût de la révolte, l'appel du cœur, il y a la pension, il y a moi, viens on reste, il y a reviens, Alphonse mon fils, il y a un si lointain salut. Vous voyez, quand on fait le conglomérat de l'ensemble de ces œuvres, de ces nouvelles-là, on voit que dans chacune d'elles, il y a un principe de révolte. La révolte, ce n'est pas politique. Généralement, la révolte est sociétale. La révolte, dans ce livre, est faite, d'une part, par les populations, par les personnages très jeunes, d'autre part, par les personnages un peu plus âgés. On va dire que le goût de la révolte dépend de quel côté de la révolte on se situe. On verra en lisant le goût de la révolte que si on se situe du côté des révoltés, le goût est bon, il est sucré, il est véritablement succulent. Mais lorsqu'on se place du côté de ceux qui subissent la révolte, tout naturellement, le goût devient, ça devient une amertume. Donc je voudrais à ce niveau indiquer que ce n'est pas une révolte politique, mais sociétale dans la mesure où il s'agit de décrier c'est un fléau que nous vivons au sein de la société, et c'est pour cela que c'est un livre qui interpelle l'ensemble de la communauté, les jeunes et les vieux, l'ensemble de la communauté, les hommes et les femmes, l'ensemble de la communauté, les femmes, les filles, les garçons et les hommes. Alors la première révolte nous vient de Mariam, cette jeune fille qui veut devenir infirmière ou médecin, mais qui est surprise de constater qu'elle sera mariée à un richissime vieillard. Elle se révolte. C'est quand même une situation aujourd'hui qu'on rencontre encore dans certaines sociétés, au Cameroun et même en Afrique en général. Oui, c'est véritablement ce qui fait de cette nouvelle une nouvelle de l'universel. Voyez-vous, la jeune Marianne, la jeune Myriam, lorsque on lit dans le fond cette nouvelle-là, on ne peut pas dire qu'elle est contre le mariage, mais elle est contre la façon et le moment de se marier. Donc, il ne faudrait pas, je ne voudrais pas que les auditeurs et les lecteurs pensent que l'auteur est contre le mariage. Parce que le mariage, c'est l'accomplissement de la vie d'un être humain, qu'on soit un homme ou une femme. On naît, on grandit, et l'accomplissement voudrait bien qu'on puisse se marier et qu'on puisse avoir une progéniture. Alors, c'est le fait que Marie
Marianne, le problème de Mariam, ce n'est pas d'être contre le mariage, mais d'être contre le moment et la façon de se marier. On voit bien que et l'auteur, vous voyez, quand l'auteur décrit un phénomène, il ne s'agit pas de proposer des solutions sur un plateau d'or, non. L'auteur veut amener le lecteur à réfléchir pour que chacun puisse tirer les leçons, soit de ses expériences, soit des expériences dont il a été témoin, soit des expériences dont il a eu connaissance, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour la première nouvelle, justement, Le goût de la révolte, c'est une jeune fille, comme on l'a dit, qui n'est pas contre le mariage, mais qui est quand même surprise. Elle a à peine quelques années au collège et ses parents estiment que c'est suffisant pour une fille. Ça vient un peu bousculer les mentalités au niveau des traditions qui continuent à penser que la femme reste bonne pour le foyer et pas nécessairement pour l'école. Oui, justement, cela vient bousculer ces pensées, ces pratiques et ces traditions. Cela est d'autant plus vrai parce que lorsque nous regardons dans notre société camerounaise, dans notre société africaine, et même dans notre société à l'universel, il faut qu'on cesse de considérer la jeune fille comme un être, comme un objet qui est essentiellement consacré au mariage. L'auteur à ce niveau voulait montrer que la femme a d'autres devoirs et d'autres droits que celui de subir, comme le disait Anne-Marie Niane dans l'étranger. C'est aussi une nouvelle. Alors, il faut permettre à la jeune fille, peut-être dans le livre c'est la jeune fille, mais il faut permettre à la jeunesse de pouvoir s'identifier. Vous voyez, comme c'est Marianne qui a été présentée pour se faire marier par des parents. Même les garçons, dans notre société, subissent cette situation où le parent décide de ce que son jeune garçon doit devenir. Et généralement, le concept que nous faisons, c'est que ce que le parent a raté de faire dans sa vie, il voudrait que son jeune garçon puisse le faire. Tout à fait. C'est pour montrer que il y a ce lien, il y a cette filiation qui existe parents-enfants, mais qu'à certains niveaux, lorsqu'il s'agit de décider de certaines situations de la vie, il faut permettre à l'enfant de pouvoir s'orienter. Il y a des organisations, mais de pouvoir donner son point de vue si c'est ce qu'il voudrait faire. Ce qu'il voudrait faire peut être bon ou mauvais, ça peut être bien ou mal. À ce niveau, les parents peuvent intervenir, non pas seulement pour imposer, mais pour orienter. Le droit de choisir pour chacun, aussi bien le métier que pour la question du mariage. Oui, oui. Et lorsqu'on parle de mariage et surtout de choix, ça nous ramène directement à la deuxième nouvelle. C'est encore une fille, une jeune fille. Cette fois-là, elle est étudiante. Elle rentre au village parce que sa mère, elle va rencontrer sa maman. Mais sauf que sa maman a une causerie très importante à mener avec elle. Elle va lui proposer d'épouser, du moins elle va lui dire que l'une des femmes du village est venue à sa rencontre pour que la jeune fille puisse épouser son fils. Encore une fois de plus, la jeune fille n'a pas le droit de choisir, mais doit se plier à la volonté de sa mère. Oui, merci Jean-Jacques, parce que cela permet à l'auditeur de voir pourquoi est-ce qu'on a choisi Le goût de la révolte comme titre de l'ouvrage, puisque les deux premières nouvelles, la première nouvelle, Le goût de la révolte, la deuxième nouvelle, L'appel du cœur, sont effectivement des situations qui mettent en scène des jeunes filles qui s'opposent à leurs parents sur la façon d'être mariés, sur le fait de choisir à qui est-ce qu'on doit être marié. Et c'est ce que vous venez de relever, c'est la jeune Ada, oui, qui est étudiante en ville, qui rentre au village. Vous avez déjà décrit toute la scénette. Là, vous voyez, la révolte, contrairement à la première nouvelle, la révolte, elle est ouverte entre Ada et sa maman, puisque dans la première nouvelle, la petite Mariam, elle profite de la nuit, comme le présente la première de couverture, pour s'enfuir, mais la petite Ada, quand elle choisit de faire une révolte ouverte contre sa mère, maman, je ne peux pas épouser Chama, elle a donné
en Afrique, va véritablement donner toutes les malédictions, prédire toutes les malédictions à sa fille Ada. Et elle ne va pas se fonder sur ces malédictions-là. Elle a pris sa résolution. Et heureusement pour nous, le dénouement de ce livre-là, la chute, nous montre comment nous pouvons donner raison à Ada, parce que même sa maman, à la dernière minute, sa maman, à la fin de la nouvelle, va voir qu'il n'aurait pas été bon d'imposer un mari à sa fille. Un mari qui finit peut-être en prison, mais ça c'est dans le livre. Il va bien falloir que les auditeurs puissent lire. Mais je reviens quand même sur un aspect très important, surtout dans cette deuxième nouvelle. Il est question de mettre en évidence également le côté qui prime parfois sur le choix. Il faut savoir ce que l'homme fait. Que fait-il? Généralement, c'est la première question que les parents posent à la jeune fille qui arrive et disent que si elle arrive et dit « Maman, j'ai rencontré quelqu'un », la première question est celle de savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie et non forcément qui il est. Oui, justement, et c'est la jeune Ada qui le relève, parce que quand sa maman lui demande « Tu as un copain, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ?» Elle dit « Tiens, au lieu de savoir qui est mon copain, peut-être qui est le nom est suffisant, mais la maman voudrait véritablement savoir, d'abord savoir que fait le copain dans la vie. Et je pense qu'à ce niveau, lorsque on rentre dans la camerounité, dans l'africanité et dans l'universalité, il n'y a pas eu une création de l'auteur. Il n'y a pas une création, parce que c'est ce qui se passe généralement. Je ne sais pas si chacun peut se mettre à la place de l'auteur, si chaque fille, et même chaque homme, garçon, peut se mettre à la place de l'auteur, lorsque dans les différentes familles, qu'on soit fille ou garçon, on évoque, on dévoile cette situation d'avoir une amitié que l'on considère sérieuse. La question, c'est que fait-il dans la vie? Et cette question de que fait-il dans la vie a véritablement bouleversé beaucoup de vies dans notre société. Elle a véritablement mis fin à beaucoup de relations qui auraient pu être prospères. Cette situation est venue mettre un fin à des engagements, que ce soit du côté de la fille ou du côté de garçon, dans la question de l'amour. Voilà une question très intéressante encore. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis le cas d'espèce dans le livre, c'est un garagiste. On comprend que il y a le probe qui est vu rapidement. On dit non, ma fille ne peut pas épouser un garagiste. C'est un métier salissant. Mais l'histoire nous renseigne qu'on peut commencer à zéro et puis devenir grand. Peut-être qu'il ne faudrait pas juger aux gens. Il faut pas juger les gens sur l'apparence. Il faudrait laisser que les uns et les autres puissent démontrer de quoi ils sont capables. C'est peut-être l'autre leçon qu'il faut retenir de cette deuxième nouvelle. Oui, c'est l'une des leçons, Jean-Jacques, qu'il faut retenir de cette nouvelle-là. Parce que je sais qu'il y a de nombreux auditeurs qui nous écoutent actuellement. C'est l'une des leçons, puisque quand la fille dit que son gars, que son ami est garagiste, j'ai dit son gars parce que c'est le langage camerounais, et garagiste. Alors, la maman dit que il n'y aura pas, je vais la citer, il n'y aura pas de rejetons de garagiste chez moi. Alors, lorsqu'on dit cela, vous avez dit que quelqu'un peut partir du néant pour arriver au sommet. Et moi, à ce niveau aussi, je voulais montrer que dans la société, il faut que nous hésitions, nous en tant que Camerounais, dans un environnement où le travail est difficile, dans un environnement où il y a un chômage excessif, dans un environnement où l'éducation n'est même pas donnée à tout le monde. Il faut qu'on cesse de considérer certains métiers comme des métiers démunis. Il faut que dans notre société du Cameroun, du monde en général, qu'on puisse savoir que tout métier qui fait vivre son professionnel est un métier que nous devons considérer. Vous voyez, moi j'ai toujours l'habitude de le dire. Un garagiste qui a fait son travail est payé. Si vous lui donnez un billet de 1000 francs CFA, sur ce billet, vous n'allez pas écrire garagiste.
Un enseignant qui a enseigné les élèves, si vous me permettez la psychologie, quand il va toucher son salaire, si c'est Dieu de banque, il n'a pas écrit enseignant. Vous voyez, un médecin qui a soigné des patients, lorsqu'il va toucher son salaire, si c'est Dieu de banque, il n'a pas écrit médecin. Donc, il faut qu'on cesse de stigmatiser les consciences, il faut qu'on cesse d'opposer les professions, parce que toute profession qui fait vivre son professionnel au masculin ou au féminin est une profession que l'on doit véritablement considérer comme le disait un grand écrivain, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de fautes gens. Tout à fait. Ce sont les gens qui veulent faire la différence, qui veulent établir la différence entre les différents métiers. Alors, Michel Ange, pour refermer la première partie de cet entretien, vous parlez de métier justement. Et tout le monde peut penser que le fonctionnariat est forcément la bonne porte, la grande porte par laquelle il faut passer pour avoir une retraite bien méritée. Mais le livre nous apprend qu'on a un retraité qui a besoin de sa pension retraite. Et puis, il se rend finalement compte que sa pension retraite arrive à 3 millions de francs CFA, sauf qu'il ne veut pas partager. Lui qui est un grand fonctionnaire, qui rentre au village, a pu narguer ses frais du village, il se permet certains crédits, parfois juste pour le plaisir, et il ne se retrouve plus à même de rembourser, puisque les dettes vont jusqu'à 1 million de francs CFA. Cette partie-là peut être le côté comique quand même de votre ouvrage, de votre recueil de poèmes, de recueil de nouvelles, j'allais dire. Merci Jean-Jacques, cela me fait déjà rire parce que de la vie des lecteurs, c'est l'une des nouvelles les plus comiques de cet ouvrage. Tout à fait. C'est la troisième nouvelle, la pension. Alors, vous voyez, véritablement, c'est ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, quelqu'un qui a été instituteur, lorsqu'il arrive au village à la retraite, vous voyez la confiance qu'il lui accorde. Tout le monde lui accorde la confiance parce qu'on dit qu'il a été un grand instituteur. Alors, cette confiance-là fait à ce qu'il peut être débiteur sans limite. Sa femme peut se plonger dans les mêmes domaines, ses enfants aussi. Mais lorsqu'arrive sa pension retraite, il ne peut pas. Lorsqu'il voit de quoi il est débiteur, il voit ce que sa pension donne 3 millions, vous l'avez dit. Il se rend compte que s'il se débarrasse de l'ensemble de ces débits-là, alors il n'aura que la moitié de sa pension. Il décide donc de jouer à la ruse pour ne pas rembourser à l'ensemble de ces débiteurs, de ces crediteurs. Vous voyez ce que cela cause dans la société. Il faut qu'on cesse véritablement de penser que parce que tel ou tel autre aurait occupé de hautes fonctions hautes entre guillemets, dans l'administration, que forcément sa pension serait très élevée. Il faut dire que... Oui, allez-y. Il faut qu'on cesse. Nous sommes dans un pays du tiers-monde. Et même dans les pays développés. Moi, je ne veux pas vous donner l'exemple des États-Unis et des pays de l'Europe. L'État n'emploie à peine le tiers de tous les travailleurs, à peine. Donc, et alors que chez nous en Afrique, nous sommes dans le contraire des choses. Nous pensons que c'est l'État qui doit employer tout le monde. C'est une interpellation à considérer tous les métiers. Vous savez, un garagiste, le garagiste, à ma mémoire, selon ma connaissance, il ne va pas à retraite. Le garagiste ne va pas à retraite. On lui dira pas à retraite. Chaque fois qu'il aura un petit bricolage, comme cela s'appelle, il parviendra toujours à faire quelque chose. Donc c'est pour interpeller les adeptes de ceux qui pensent que les métiers de l'administration, les métiers de l'État sont les mieux lotis dans les microcosmes professionnels dans le monde, dans notre pays, en Afrique et dans le monde. Il faut peut-être sortir en disant que le retraité qui attend sa pension finit par perdre et sa vie et sa pension simplement parce qu'il a souhaité dissimuler sa pension dans un vieux sac. Ça peut être effectivement de l'avarisme.
c'est quand même encore une autre contre-valeur qu'il faut combattre. Peut-être avoir l'esprit de partage et ne pas chercher tout seul à profiter des fruits de la croissance, par exemple. Oui, merci Jean-Jacques de le relever. De relever ce phénomène de l'avarisme, de relever même le phénomène de la cupidité. Parce que vous voyez, lorsque nous rendons dans cette nouvelle, on voit pour les auditeurs, quelqu'un qui va en ville, qui prend sa pension, qui vient faire savoir au village qu'il n'a pas pris la pension, il décide de mettre sa pension dans un vieux sac. Son oncle qui vient à la fête demande un vieux sac aux enfants pour mettre les provisions. Les enfants lui donnent ce qu'il a demandé, c'était un vieux sac, sans savoir que c'est dans le vieux sac là qu'il y a toute la pension de leur père. Il met les provisions, lui-même sans savoir qu'il y a de l'argent dedans. Il prend un véhicule, dans le véhicule, étant déjà en état d'ivresse, il se met à dormir, il arrive dans son village, il descend, il laisse le vieux sac dans la voiture, il descend, il arrive chez lui, produit. Donc, on ne sait pas, vous voyez à la fin de la nouvelle, on ne sait pas à quel niveau se situe l'argent. Et il ne s'agit pas pour l'auteur de dire à quel niveau se situe l'argent, mais d'interpeller toute conscience, chacun selon l'histoire qui est racontée. Alors, on vous donne 5 minutes, le temps de souffler un tout petit peu. On revient vers vous en espérant que vous serez toujours à disposition de la radio pour continuer à échanger. J'espère que vous êtes toujours au commissariat. Vous êtes toujours au commissariat en ce moment? Nous sommes le commissaire m'a dit d'attendre quelques minutes là. Il voudrait me remettre la carte tout comme moi, parce que je lui ai présenté, il a vu sur ma carte qui je suis, je lui ai présenté le livre. Et pour le moment même, il nous suit, il s'en train de nous suivre. C'est un plaisir de savoir qu'on nous écoute au commissariat. Vous passez, vous passez certainement le salut et surtout, dites-leur qu'ils font du bon travail, celui de préserver et de protéger les honnêtes Camerounais qui essayent de gagner honnêtement aussi leur vie. Oui, ils vous suivent véritablement. Nous revenons dans quelques minutes. Ok, oui, merci. Royal FM. Merci de vous joindre à nous. Merci d'écouter la radio des auditeurs sur les 88.4. L'émission, c'est Le Point littéraire qui reçoit ce jeudi Michel-Ange Nguema qui nous présente son livre Le goût de la révolte. C'est un recueil de nouvelles paru aux éditions Proximité de François Nkemé, lui également auteur plutôt brillant. Alors aujourd'hui, notre auteur nous a déjà déroulé les premières nouvelles. Nous allons brièvement toucher les 3 autres nouvelles pour vous donner un petit aperçu en espérant, Michel-Ange, que le livre est déjà disponible. Il est déjà dehors. Oui, Jean-Jacques, le livre est disponible auprès de l'éditeur Proximité, la maison d'édition Proximité, à la librairie des peuples noirs Monté-Mvogada en face de SNI, immeuble Don Bosco, et chez l'auteur. Il faut dire quand même que pour une première, c'est un coup d'essai et un coup de maître, on peut le dire ainsi? Oui, à ce niveau, l'auteur que je suis dira simplement que c'est un coup d'essai. Je suis vraiment ravi de l'avis qui vient de l'ensemble des lecteurs pour dire que le coup d'essai a été un coup de maître. Il y a un peu de tout, du comique, la simplicité dans votre écriture. Est-ce que vous n'avez pas voulu vous voir un tout petit peu grandiloquent, du français recherché, quelques théories amenées comme ça dans votre livre, vous qui avez une maîtrise? Pourquoi vous avez choisi un registre plutôt simple, relativement accessible au plus grand nombre? Oui, j'ai choisi un registre simple parce que l'objectif à ce niveau est d'être compris par toutes les catégories de personnes. Il ne s'agissait pas dans ce livre de mettre la barre au niveau des grands
nouvelle, il fallait que je me mette au niveau du plus petit pour que chacun puisse trouver un intérêt à lire ce livre, pour que chaque lecteur de ce livre puisse tirer une leçon de vie, une leçon de morale, et pour que le livre soit un livre digeste, qui ne soit pas mis classé dans la catégorie des livres, je ne sais, des livres de prestige. Il ne s'agit pas d'un livre de prestige. Le goût de la révolte, bien que portant sur beaucoup de thèmes, une thématique diverse, est un livre qui est à la disposition de toute personne. Alors, la quatrième nouvelle parle également de commissariat. Ça a commencé par une rafle. Un jeune homme se retrouve au commissariat parce qu'il est un enfant de la rue. Il rencontre un commissaire qui finalement changera sa vie. Alors, quel est l'enseignement qu'il faut retenir autour d'une histoire qui paraît un tout petit peu idyllique? Ça peut ressembler davantage à un rêve, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont, comme vous le dites Jean-Jacques, des choses qui peuvent arriver parce que nous avons un jeune homme, je vais le nommer Alphonse, qui se retrouve dans un commissariat. Le problème ici, c'est que l'auteur pose la question des enfants de la rue. Généralement, c'est une catégorie de personnes que l'on a toujours eu à négliger, sans véritablement chercher à savoir pourquoi tel ou tel enfant se retrouve dans la rue. D'une part. D'autre part, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'enlever ces enfants de la rue? À ce niveau, je voudrais déjà remercier le ministère des Affaires sociales qui fait des efforts dans notre pays, le Cameroun, pour donner une occupation à ces enfants de la rue. Et je viens en soutien à ce ministère-là pour montrer que tous les enfants, dans la rue, il y a des enfants, on peut avoir à première vue, comme première impression que ces enfants caractérisent la malveillance. Mais au sein de ces enfants, on peut trouver des enfants qui reflètent véritablement une certaine moralité. On doit commencer à s'intéresser des motifs pour lesquels ils se retrouvent dans la rue. Et comme le jeune Alphonse, je vais continuer à parler de lui, on se rend compte que il n'a pas de carte d'identité, il est fait le commissariat, mais il a un acte de naissance. Il explique au commissaire qu'il n'a pas de carte parce qu'il voulait faire l'acte l'année passée, ça c'est dans le livre, et qu'il n'avait pas encore l'âge. Alors, quand le commissaire s'intéresse véritablement à ce jeune homme, il se rend compte qu'il a le brevet d'études du premier cycle, ce qui n'est pas déjà donné à tout le monde dans les pays comme les nôtres, le Cameroun. Et moi, je pense que voilà ce qui a poussé le commissaire à trouver une insertion socio-professionnelle à cet enfant qui, à la fin du livre, va devenir un membre du corps de défense. Une autre problématique qui est posée à travers cette nouvelle, la question des familles recomposées, familles reconstruites. Son père a son nouveau mariage, Alphonse ne peut pas intégrer, simplement parce que la mère, ou alors sa maracte, sa nouvelle mère, veut qu'Alphonse contribue également aux charges de la maison. De l'autre côté, il a sa mère et le nouveau père ne veut pas de lui dans la maison. Oui, justement. Moi, j'évite souvent de parler de marâtre parce que dans notre société africaine et camerounaise, ce sont les femmes elles-mêmes qui veulent se considérer des marâtres. Nous savons que le suffixe âtre est un suffixe très négatif. Tout à fait. Je ne veux pas dire péjoratif, il faut que tout le monde me comprenne. C'est un suffixe très négatif quand on dit marâtre, noirâtre, jaunâtre, rougeâtre. C'est très négatif. Et les femmes, au niveau de marâtre, c'est le comportement des femmes dans des familles qui poussent souvent les uns et les autres à les appeler marâtres. On va dire la mère. En Afrique, la mère n'est pas celle qui a mis au monde un enfant. La mère d'un enfant, c'est toute femme qui contribue à l'évolution, à l'épanouissement, à l'accomplissement de cet enfant-là. Donc, maman Annie, elle s'appelle maman Annie. Maman Annie, si elle est considérée dans le livre comme marâtre par Alphonse, c'est par rapport au comportement qu'elle adopte envers cet enfant.
Elle aurait été une belle mère qui aurait accepté cet enfant de son époux venu d'un premier mariage. Je ne pense pas qu'on aurait parlé de marâtre. On aurait parlé de maman. Nous avons tous vécu cette situation-là où des femmes et des hommes ont pris en charge des enfants qu'ils n'ont pas mis au monde. Et ces enfants, ce sont les premiers à les considérer comme papa, comme maman, au lieu de marâtre et beau-père, ou tout ce que ça peut comporter. Tout à fait. Alors il y a ça, l'histoire nous laisse encore en vie. Est-ce qu'il y aura une suite par exemple pour cette nouvelle dans le second ouvrage? Parce qu'on voit bien que le jeune Alphonse, après être sorti d'une formation, s'en va revoir sa famille et son père veut qu'il revienne. On se pose la question, est-ce qu'il y aura une suite à cette nouvelle ou alors chacun peut se faire sa petite idée sur l'après? Sur l'après, à ce niveau, moi, en tant qu'auteur, j'interpelle chaque lecteur. Que chaque lecteur se mette un peu à la place de Alphonse, parce que la nouvelle, je ne l'ai pas sous mes yeux, mais elle finit, revient, Alphonse, mon fils, c'est son père qui crie avec les mains levées au ciel. Bon, chaque lecteur maintenant va dire, à la place, si j'avais été Alphonse, je serais revenu à la maison. Si j'avais été Alphonse, je ne serais pas revenu à la maison. Si j'avais été Alphonse, j'aurais parlé à mon père, ou j'aurais fait ceci ou cela. C'est aussi le rôle de l'écrivain, parce que permettez aussi à ce que nous, les écrivains, mettions le lecteur au travail. Tout à fait. Les deux dernières nouvelles que nous n'allons pas abondamment commenter parce que malheureusement l'émission tire à sa fin. Il y a Le Vient au Reste, une jeune demoiselle Rita qui est très jolie, qui elle se dit voilà, tout peut aller et puis finalement elle se retrouve une vieille fille sans pouvoir se marier. Il y a ensuite un enseignant, du moins un instituteur également, qui est très malade et qui est sauvé par son élève, qui était son écolier. Un geste de reconnaissance davantage. Oui, Jean-Jacques, cela remet à la lumière du jour notre gestion de la vie en tant qu'être humain. Rita, dans le livre, n'a pas bien géré sa vie. La beauté, parfois, elle est trompeuse. Elle est une belle fille, mais elle n'a pas voulu se marier parce qu'étant belle, elle s'est retrouvée sollicitée par tout le monde. Elle n'a pas trouvé utile de choisir un partenaire fixe. Alors, comme une fleur, une rose qui perd ses pétales, avec le temps, elle a perdu ses pétales, elle n'a pas pu se marier. Bien qu'étant belle, elle est restée, elle est demeurée, viens, on reste. Ça, c'est une camerounité pour exprimer le concubinage. Alors, oui, et lorsqu'on le lui crache au visage, elle va se pendre. C'est tellement tragique, et ça, c'est dans le livre. Michel-Ange. Quant à la dernière nouvelle, un si lointain salut, c'est aussi une histoire de vie. Vous voyez un enseignant avec tout ce qu'il a fait, et dans notre vie en tant qu'être humain, il y a un enseignant qui a frappé chacun de nous. Oui. C'est ce qui pousse le jeune enfant à venir dans le village de son enseignant, qu'il trouve malheureusement malade, mais qu'il parvient heureusement à faire soigner parce qu'il est devenu médecin. Oui, Michel, oui. Médecin parce qu'on lui a posé une question en sciences naturelles. Chez nous, avant, on appelait ça sciences naturelles. Alors, Michel-Ange Nguema, je vous propose qu'on se donne un autre rendez-vous. On parlera de ce livre, mais cette fois-ci en studio, en espérant que, voilà, on aura l'occasion. C'est un plaisir de vous avoir eu en direct au téléphone et surtout, j'espère que vous allez très rapidement sortir de ce commissariat et retrouver votre famille, forcément, qui vous attend. Oui, merci Jean, j'ai réussi avec le commissaire, c'est déjà réglé. Bonne soirée, on vous appelle juste après l'émission. Hein. Ok, merci Jean-Jacques, merci. L'émission a été réalisée avec la contribution de Romuald Ekoumé à la mise en onde, mon nom et puis au cadrage vidéo également. Il y avait à la coordination centrale Roger Kiek de Kiki, sans oublier à la régie d'antenne Carole Prudence Tientieux, supervision générale le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissa et Jean-Jacques Foucault, c'est mon nom. Bonne soirée à vous.